La nuit est déjà bien sombre et opaque en cette soirée de mai. Nous partons tranquillement pour le tunnel. La route est sinueuse, nous traversons de nombreux villages du pays d'Hôte. Les lumières des villages sont éteintes. Seuls les yeux de la faune sauvage nous répondent de leurs reflets scintillants, comme un avertissement avant notre aventure. Nous arrivons sur les lieux de notre enquête, l'ancienne voie de chemin de fer qui reliait Saint-Florentin dans l'Yonne à Troyes dans l'Aube. Sa construction fut achevée en 1891, permettant dès lors le transport de voyageurs et de marchandises. Son exploitation a cessé définitivement en 1996, laissant les infrastructures à l'abandon. La nature a vite repris ses droits, et les rails, le tunnel, furent rapidement envahis de végétation. Depuis une dizaine d'années, une association locale vise à entretenir ce lieu, à le préserver et à le faire redécouvrir. L'accès à ce tunnel désaffecté est maintenant possible pour les randonneurs et les passionnés. Rémi se gare en lisière de forêt. La nuit est fraîche au-dessus de nos têtes, quelques étoiles nous surveillent. Nous nous équipons discrètement avant de quitter le véhicule. En quelques pas seulement, nous arrivons au-dessus du tunnel. L'endroit est escarpé, il faut contourner la construction, passer dans les grandes herbes, puis descendre le long de l'édifice. L'ambiance encore légère près de la voiture laisse tout de suite place à un silence glaçant. L'entrée du tunnel est là juste devant nous. Un panneau nous indique la distance qui nous sépare du bout du tunnel. 175 mètres. Pourtant, nous allons vite le découvrir. Le bout du tunnel est tellement plus loin pour les personnes que nous allons rencontrer. Rémi nous prévient dès l'entrée. Le lieu est chargé d'histoire. D'une histoire tragique comme de nombreuses autres que la Seconde Guerre mondiale a semées dans nos campagnes. Le 13 juin 1940, il est 15h lorsque le train sanitaire numéro 521 entre dans le tunnel. À son bord, 300 blessés qui doivent rejoindre la gare de La Roche-Migène. Les wagons sont flanqués des croix de Genève. Ces immenses croix rouges indiquent qu'il s'agit de blessés. La déontologie de guerre veut que l'on n'attaque pas un train sanitaire, on ne tire pas sur l'ambulance. Et pourtant, un balai d'avions ennemis survole le convoi et tels des rapaces, ils foncent sur leur proie et larguent au total 27 bombes, ne laissant aucune chance au malheureux convoi. Rapidement, les secours s'organisent autour des victimes, mais peu d'informations sont parvenues jusqu'à nous. On trouve tout de même mention de 2 petites victimes déjà orphelines de guerre. Un certain Pierre, 11 ans, et une petite Olga de 9 ans. La guerre et ses rafages nous font froid dans le dos. Nous entrons dans le tunnel. Un vent glacial le parcourt. Seul un silence assourdissant nous accueille. Nous avançons à pas feutrés et lents. Le tunnel est courbe et grâce à la lampe torche, nous pouvons apercevoir et surveiller les 2 extrémités. Car oui, arpenter un tunnel chargé d'histoire, désaffecté, en pleine nuit, n'est pas une promenade de santé sereine. Adossé au mur, mon regard parcourt les rails et remonte jusqu'à la sortie. Des images me viennent à l'esprit, tous ces malheureux innocents qui ont dû périr ici, et même des enfants. Mon esprit divague. À tout moment, j'ai l'impression qu'une âme errante va entrer dans le tunnel, s'avancer vers nous et nous hurler en silence son désespoir, nous demander de l'aide. Mais comment les aider? Je me ressaisis. Rémi et Élise sont calmes, posés. Ils ont une mission et la gardent en tête. Trouver des entités et entrer en communication avec elles. Je les observe calmement, toujours en surveillant frénétiquement l'entrée du tunnel, au cas où. Rémi sort les pods pour détecter les perturbations d'ondes. Le Ghost Voice pour capter les messages et sa caméra pour filmer l'expérience. Élise parle, se présente, elle se veut rassurante. Nous sommes ici pour vous rencontrer, pour vous venir en aide. Au début, l'enquête ne donne rien. Seul le métal des rails vient perturber le détecteur d'ondes. Mais nous sentons qu'il se passe autre chose ici. Élise et Rémi décident d'entamer une séance de pendule. Ils s'assoient tous les 2 sur les rails, le vent frais nous caresse les joues, mais l'obscurité est toujours là. Elle est oppressante, comme un monstre qui se cache dans votre dos, prête à vous engloutir si vous baissez la garde. Mais je me ressaisis. Leur sérénité m'impressionne et je me convainc de les aider et de participer à la communication. Élise sort son pendule et annonce une petite prière pour ouvrir la session. Nous voici prêts. Les questions débutent et le pendule est réactif. Élise le maintient fermement, mais à aucun moment sa main ne tremble. Elle ferme les yeux, elle est concentrée et réceptive. Nous découvrons que 5 personnes sont là, avec nous. Mais elle semble méfiante, le pendule est incertain. Les âmes présentes se demandent sûrement qui nous sommes. Et surtout, peuvent-elles nous faire confiance? Pourtant, parmi elles, un enfant nous appelle à l'aide. Il est perdu, il ne trouve plus ses parents. Il sait qu'ils sont là dans la lumière, mais il ne sait pas comment la rejoindre, depuis toutes ces années.
Alors Élise et Rémi décident de l'aider. Ils me proposent, mais je ne me sens pas en mesure de les aider. Je suis novice et je préfère rester spectatrice. Alors je prends la caméra et je deviens le témoin de ce passage d'âme. Ils s'assoient en tailleur sur les rails, comme pour une méditation, pour entrer en communication avec l'enfant et l'aider au mieux. Je suis à leur côté et les observe. Ils sont concentrés. Avec bienveillance, ils récitent des prières et aident l'enfant à monter. Au bout de quelques minutes, Élise se sent envahie d'une force qui l'attire vers le haut et semble s'échapper d'elle. Ça y est, il est monté, murmure-t-elle. Nous voulons nous en assurer. Le pendule nous le confirme. L'enfant est bien parti. Les autres personnes ne veulent pas de notre aide et nous invitent à partir. Nous respectons leur volonté et embarquons le matériel vers la sortie du tunnel. J'avoue que je ne demande pas mon reste. L'obscurité me poursuit et je ne peux m'empêcher de me retourner comme pour surveiller que personne ne me suit, mais aussi pour leur dire au revoir. En quelques minutes, nous avons rejoint la voiture et la réalité. Une expérience hors du commun qui nous a plongé quelques heures, 85 ans en arrière.